Un Portugais qui est un professeur à Porto et qui s'est inscrit, mais plus tard, sur modernité et déconstruction. Donc ça, c'est explicitement quelque chose qui est centré sur un sujet classique ou moderne, enfin, un sujet explicitement désigné comme un sujet d'esthétique. Maintenant, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas esthétiques. Moi, mon ouverture, je vais le faire tout de suite, ce n'est pas typiquement orienté autour de cette notion, bien que ça l'implique. Christian Dutheil, c'est, si l'on veut, quelque chose qui porte sur ce sujet à travers d'Alter Benjamin, mais ce n'est pas uniquement des problèmes qui seraient des problèmes d'art, d'esthétique. Constantin Hérodote, c'est aussi, si l'on veut, esthétique, puisqu'il s'agit d'auteurs comme Sade, qui est un écrivain, et dont l'œuvre peut être rangée parmi les œuvres d'art, mais ce n'est pas non plus explicitement cela. Donc le concept enveloppe quelque chose qui est incontestablement plus large, plus vaste. Pourquoi je demandais ça? C'était pour écrire quelque chose. Ah oui, c'est ça, c'était pour dire que j'avais organisé à l'origine autour des deux concepts, des deux appellations et concepts grecs de bios et de zoé. Je vais l'écrire avec l'oméga parce que sinon ça ne peut pas s'écrire en français. Aussi, on peut l'écrire zoé, mais enfin, en fait, il vaut mieux l'écrire avec l'oméga. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait mettre qui signifie deux orientations de la notion de vie, c'est-à-dire une notion qui est plus centrée justement autour de la biographie, une autre qui est centrée plus autour de ce qu'on appelle le vivant, mais comme dans les langues, et en français en particulier, il y a une sorte de méli-mélo, de mélange, sinon de confusion, mais tout au moins de reversement d'une signification sur une autre. C'est ainsi que l'on pourrait choisir comme signification orientante pour le bios la biographie, ce qui nous orienterait vers l'histoire humaine, le récit d'une vie au sens de la vie humaine, mais d'autre part on voit aussi que ce radical de bios se trouve dans biologie. Or, les sciences biologiques ne sont pas typiquement et particulièrement des sciences réservées à l'homme. Donc, on voit qu'il y a... D'autre part, Zoé, qui est utilisé en français exclusivement dans zoo, qui est l'endroit où il y a les animaux, le jardin zoologique, qui a l'air d'être une description simplement des animaux, un répertoire des animaux, a aussi, dans son sens conceptuel, a une signification beaucoup plus large, puisque c'est la vie, on pourrait dire la vie universelle, et également peut-être mentionnée avec cette expression de zoé, de zoon, l'animal, c'est l'animal en général, mais ce n'est pas simplement le répertoire zoologique comme un petit peu restreint que l'on trouve dans sa signification dans le zoo français. Donc on ne peut pas s'en tenir très bien à une terminologie, quitte à être dans un grand arbitraire ou à décider a priori. Je vais appeler cela ainsi, je vais appeler cela
ainsi, un peu comme le fait, on en avait parlé au début, mais je n'en parlerai pas momentanément tout au moins, Giorgio Agamben, lorsque il utilise cette expression aussi de la différenciation, la bipartition entre bios et zoé, où la vie semble exprimer ce qu'il y a d'essentiellement vivant, d'essentiellement le zoé, je veux dire, essentiellement animal en l'homme, la réduction, comme il le dit lui-même, de la vie à ce que serait la vie nue. Or, la vie, c'était la conséquence, la conclusion à laquelle on en était arrivé. Il est extrêmement difficile de rencontrer la vie nue, c'est-à-dire dans la mesure où elle n'est pas déterminée, dans la mesure où elle n'est pas orientée et définie d'une façon ou d'une autre. Et quand on parle de la vie, on voit toujours que c'est quelque chose qui se trouve accompagné d'une détermination. Donc, même si on peut maintenir cette tendance philosophique qui est intéressante, qui est peut-être même indispensable d'aller chercher ce que peut être la vie à l'état pur. Qu'est-ce que serait la vie définie en tant simplement que vie? On voit toujours qu'elle est déterminée d'une certaine façon, qu'elle est orientée, qu'elle est qualifiée, qu'elle est présentée dans des ensembles, comme par exemple, je dis l'art et la vie, par exemple, ou la vie et l'organisme, ou la vie et l'univers, etc. Et c'est un petit peu dans ce sens, alors que je voudrais relier ce qui avait été abordé l'année dernière avec ce qui est ce que l'on pourrait se proposer à l'heure actuelle. J'avais pensé mettre en relief au départ comme également une sorte de conclusion des études, des recherches et présentations diverses qui avaient été faites l'an dernier, deux notions qui pouvaient se dégager de l'étude de la vie. C'est premièrement, elles sont liées d'ailleurs l'une avec l'autre. D'une part, c'est deux notions qui sont des notions développées historiquement en philosophie. L'une, c'est ce que l'on appelle la philosophie de la nature, que l'on doit prononcer peut-être essentiellement en allemand, parce que c'est en allemand que et dans la philosophie allemande que cette expression a trouvé un sens plein, la Naturphilosophie, qui est caractéristique d'une certaine orientation du romantisme de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, en particulier avec Schelling. C'est la Naturphilosophie. L'autre qui est lié à cette naturphilosophie, c'est-à-dire l'idée que la nature ne peut pas être étudiée simplement à partir des sciences naturelles ou des sciences naturelles mécaniques essentiellement dans le cadre de la philosophie mécanique et de la science mécanique de type et d'orientation cartésienne, qui s'est développée en particulier dans l'encyclopédie organisée par Diderot, dans la philosophie des Lumières, mais que lorsqu'on veut en parler de la nature, on est obligé d'y ajouter un supplément, quelque chose d'autre, quelque chose qui précisément
va rendre compte de ce qui ne répond pas aux conditions essentielles de la nature, c'est-à-dire son déterminisme, c'est-à-dire sa nécessité, c'est-à-dire son fonctionnement de liaison partie et d'action partie par partie, mais on est obligé d'introduire un autre principe que les romantiques ne se gêneront pas d'ailleurs pour considérer comme étant un principe spirituel, mais essentiellement un principe animé. Le terme âme d'ailleurs est animé et est un petit peu la même chose que la nature, que la vie, veux-je dire. De sorte que quand on veut étudier les sciences de la vie, lorsqu'on veut étudier la vie en général, on est obligé d'avoir recours à quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, même si ce terme est extrêmement indéterminé, va devoir s'appeler une âme. Une âme, si la nature c'est une étude du monde, ce supplément, en quelque sorte, cette adjonction qui va intervenir, c'est une âme du monde qui, par là, fait que la pensée romantique allemande, à travers la nature-philosophie, se relie à toute une orientation de la pensée grecque, depuis Aristote, ou tout au moins à partir d'Aristote, bien que celui-ci n'ait pas utilisé exactement cette notion d'âme du monde, mais surtout avec Plotin. C'est la notion d'âme du monde qui donne lieu, ces lignes, à des études et un livre même qui est ainsi intitulé Weltseele, exprime, j'ai noté Schelling pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'écriture de Schelling, exprime ce surplus, cette indéterminé qui va intervenir lorsqu'on veut rendre compte d'une façon complète de la nature, de la philosophie de la nature, en y incluant ce qui sont les phénomènes naturels, mais à titre de phénomènes vivants. Cette philosophie de la nature va inclure quelque chose que l'on appellera une âme du monde dans l'indétermination, là aussi, de son concept, de sorte qu'on peut dire que la vie intervient comme étant non pas une spiritualisation en particulier de la nature, mais une animation de la nature autour de cette notion d'âme du monde. D'ailleurs, à cette notion de philosophie de la nature, âme du monde, on doit relier aussi une pensée qui n'est pas à proprement parler issue de la même source, mais qui correspond aussi aux mêmes exigences, et qui est celle qui s'était développée, j'en avais parlé l'année dernière, après Descartes, sur les bases du cartésianisme, mais au moment où les philosophes ont voulu expliquer des phénomènes qui n'entraient pas strictement dans les explications du mouvement telles qu'elles existaient dans le mécanisme cartésien. Ce sont les exigences de la philosophie, d'une philosophie de la vie implicite qui ne s'appelait pas telle d'ailleurs, qui ont guidé les pensées de Spinoza et les pensées de Leibniz, de sorte qu'il y a entre Spinoza, Leibniz, Schelling, le romantisme allemand, et cette idée conductrice d'une âme du monde, des parentés, des différences. Il y a des différences parce que cette notion n'existe pas, ou tout au moins est fortement critiquée
est récusée explicitement chez Spinoza ou chez Leibniz, mais d'autre part, elle correspond à un certain nombre également d'analyses, d'exigences, comme l'exigence de la réversibilité du corps et de l'âme chez Spinoza, l'indistinction substantialiste des deux. Il n'y a pas de substance séparée du corps, de substance séparée de l'âme, mais les deux sont les expressions d'une même substance. De la même façon, chez Leibniz, l'âme intervient comme une expression comme une expression des différents éléments substantiels qui constituent l'univers, c'est-à-dire les monades. Donc il y a chez ces auteurs quelque chose qui, au moment même où il s'agit de rendre compte de la vie, d'introduire le concept de vie en philosophie, fait que l'on est obligé d'avoir recours à un concept qui existait dans l'Antiquité, qui a subi plusieurs destinées, plusieurs traitements, mais qui d'une façon ou d'une autre se retrouve dans cette notion organisatrice que l'on peut retenir comme étant âme du monde. Je vais, après avoir indiqué cela à titre très général, je pense qu'il est indispensable d'introduire un certain nombre de références pour fixer votre pensée. Je prends ces références d'abord dans un livre assez récent, qui est récent, qui date d'une dizaine d'années. Il a été écrit par un philosophe contemporain qui a d'ailleurs passé sa thèse, un élève de Deleuze qui a passé sa thèse à Paris 8, Jean Clémartin, qui a écrit un livre très intéressant, publié dans, je ne me rappelle plus quelle année, mettons vers 2000 à peu près, une dizaine d'années, qui s'appelle L'âme du monde, et dont le principe est ceci. L'âme du monde, chez Aristote, la nature ne se réduit pas. Il organise, lui, son livre L'âme du monde autour d'Aristote. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que Aristote n'est pas précisément un des philosophes qui a développé cette idée de l'âme du monde. C'est plutôt Plotin. Mais enfin, la référence n'a pas une très très grande importance, c'est l'idée surtout qui compte. L'âme du monde, chez Aristote, la nature ne se réduit pas à l'étendue. Il y a quelque chose de plus qui est précisément ce qui explique les animaux, ou les animaux, c'est-à-dire ceux qui précisément ont une âme, mais dont le principe n'est pas transcendant, c'est-à-dire cette âme du monde n'est pas quelque chose qui serait une sorte d'esprit, un Dieu qui dirigerait le monde. Cette âme du monde, c'est un principe animé, un principe qui est le principe même du mouvement, de ce mouvement particulier qui donne la génération et la corruption, qui est celui du vivant, puisque les vivants occupent dans l'ensemble de la matière une place en mouvement, une place particulière. Ils sont susceptibles de naissance, de génération, de naissance, de corruption. Mais ce principe pourrait être considéré comme étant, et a été considéré, c'est ce que dit Aristote par Platon, par exemple, comme étant un principe hétérogène au matériel. Chez Platon, ce n'est pas un principe hétérogène, c'est un principe immanent. On rencontre ici cette bipartition, cette oscillation entre immanence et transcendance. Les philosophes de l'âme du monde peuvent être séparés en philosophes qui considèrent que cette âme est un principe transcendant au monde ou à la matière, et ceux qui, dans cette tradition-là, au contraire,
considère que l'âme du monde n'est pas transcendant, que c'est un principe immanent, que c'est, comme le dit Aristote, la forme même, c'est la forme même des choses, c'est-à-dire ce qui fait que même si l'on utilise des notions comme celle de Dieu, comme celle d'âme, il ne faut pas les concevoir comme séparés du monde ou transcendants au monde, mais il faut les prendre dans leur immanence. Je lis ce qu'écrit Jean-Clé Martin, parce que c'est clair sur ce plan-là. La nature en son dynamisme ne se soumet pas à l'étendue mécanique, car elle se tarit en elle. Son Dieu immanent au monde n'en est pas séparé, situé hors de la vie, dans un ordre de réalité invisible et distinct d'elle. La divinité d'Aristote se déploie. Je lis la phrase parce qu'elle est intéressante et elle montre comment cette philosophie de l'âme du monde est une philosophie qui, d'une façon explicite ou implicite, est plus ou moins présente dans l'ensemble de la pensée esthétique à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle, et peut-être jusqu'à l'époque actuelle, puisque lorsque l'on voit, par exemple, dans les principes de la philosophie, de l'esthétique contemporaine des arts plastiques, comme chez Paul Klee ou chez Kandinsky, avec la notion de vie intérieure, nécessité intérieure de l'artiste, et l'expressivité des formes, c'était également une même idée qui se trouve présente. La divinité d'Aristote se déploie comme une vie artiste, comme un amour immanent, faisant d'elle une sphère intensive traversée d'un flux continu, qu'il nous faut bien nommer, alors c'est ce qu'écrit Jean-Clé Martin, une âme du monde, mais tout en condamnant d'ailleurs la séparation justement de cette notion d'âme telle qu'elle se présente dans les philosophies spiritualistes comme celle de Platon, de sorte que l'on peut concevoir une explication de la nature dans la nature philosophie allemande, par exemple celle de Schelling, comme étant un prolongement, une actualisation, une modernisation, puisque c'est à l'époque romantique et qu'elle va animer toute la philosophie et toute l'esthétique romantique, de cette notion qui se trouve déjà présente dans la pensée aristotélicienne et qui anime toute la pensée antique et qui fait qu'il n'y a pas de ce point de vue-là de séparation stricte entre ce que l'on peut appeler les phénomènes matériels et les phénomènes spirituels, ou les phénomènes célestes et les phénomènes terrestres. Les astres, par exemple, dans le DCLO, je ne sais pour quelle raison on le cite, il est d'Aristote, on devrait dire Ouranos, mais on l'écrit en latin. Lorsque l'on parle du traité d'Aristote sur le ciel, on l'écrit en latin. C'est un O ou un A. On l'écrit parfois avec un O, parfois avec un A. Le du ciel, qui traite des astres, attribue aux astres à la fois une vie et d'une certaine façon une sexualité. Dans la philosophie, on retrouvera cette sexualité, on la trouvera
d'une façon épisodique dans la philosophie, dans la pensée moderne, généralement en dehors de la philosophie, car la philosophie moderne, à partir de Descartes, abandonnera complètement cette idée. L'astronomie peut-être pas tout à fait, puisque on n'est pas loin de la trouver implicitement, tout au moins chez un astronome scientifique réputé comme Kepler, mais en général, cette pensée sera laissée à des artistes comme Cyrano de Bergerac, par exemple, dans ses voyages sur la Lune et sur le Soleil, attribuera une sexualité aux astres. Cette notion, on ne la retrouvera que dans la pensée moderne, que chez Charles Fourier, qui, sans prétention d'ailleurs de scientificité astronomique particulière, mais pour l'économie générale de son système, de sa pensée, qui est une pensée holiste, c'est-à-dire qui pense le tout avec chaque partie, fera entrer le système des astres dans un système général d'attraction, et les attractions dans un système général des attractions passionnelles, de sorte que, sans parler, lui, d'âme du monde, au sens explicite, c'est dans l'économie, dans le système même d'un monde animé, qu'il fera entrer sa compréhension de l'univers et même de la multiplicité des univers, comme il l'écrit, des polyvers, c'est-à-dire des univers multiples, puisque penser l'infini, c'est de faire penser uniquement l'univers réduit à l'échelle de l'univers solaire, mais c'est penser l'univers dans sa multiplicité. Donc, si l'on veut continuer la logique de cette pensée, il faut la penser à travers des polyvers, c'est-à-dire une multiplicité ouverte, qui fait que la différence entre ce qu'avait déjà vu d'ailleurs et bien noté Spinoza, entre le corps et l'âme, n'est jamais une différence substantielle. C'est une différence de point de vue, c'est une différence d'expression. Il y a un seul mouvement, il y a une seule substance, il y a une unité qui fait que tantôt il s'agit de phénomènes psychiques, tantôt de phénomènes corporels, de phénomènes mécaniques, et que la pensée de la vie prise dans ce mouvement fait peut-être également celle d'une âme universelle qui se trouve logée partout dans l'univers, mais en même temps ne se trouve pas distincte de la matérialité qu'elle véhicule, de la même façon qu'il est extrêmement difficile, même si l'on parle de l'âme humaine, de la distinguer du corps qui en est le suppôt, qui en est le porteur, à travers laquelle il s'exprime, et qui en est, comme l'avait dit, et là encore on rencontre une expression où philosophie et expression artistique se trouvent mêlées, ou comme l'avait dit Artaud, se trouve être l'infini du corps, c'est-à-dire la relation entre l'âme et le corps n'est plus, dans cette perspective philosophique, une question de substance, une question de dualisme substantiel. Elle ne relève pas de cette forme d'ontologie qui sépare les substances matérielles des substances spirituelles, mais c'est une relation du fini à l'infini. L'âme existe au moment même où l'on pense l'infini, et où le corps se pense dans la perspective et dans la dimension de l'infini. J'avais cité par Jean-Claude Martin, qui élargit sa notion d'âme du monde en créant l'expression à propos des êtres animés d'une théobiologie, puisque les notions même
donc d'un Dieu immanent, d'un monde animé, d'une vie qui se trouve être le mouvement même de l'univers, se trouve lié ensemble dans une notion qu'il appelle théobiologie, et à laquelle il relie également un successeur d'Aristote, qui est le penseur arabe Ibn Rushd Averroès. En recueillant cette expression tirée de lui, l'âme du monde est l'intelléchie de l'univers. Le mot intelléchie, qui est un terme aristotélicien, signifiant justement ce qui, dans un autre registre, peut être appelé la forme. La forme ou la forme essentielle. La forme, l'âme, dans la formulation, l'âme est la forme du corps. C'est-à-dire, ce n'est pas une substance séparée, mais c'est l'intelléchie du corps, c'est-à-dire ce qui va faire que le corps est doué d'expression, doué de mouvement, doué de pensée. Donc il n'y a pas... Cette pensée sera contredite et fortement critiquée et rejetée d'une façon que l'on a pu croire définitive à un certain moment par la pensée moderne issue de Descartes. Avec Descartes, il y aura une rupture complète à ce moment-là de cette forme de pensée. Il y a d'une part la substance corporelle, d'autre part la substance étendue. Mais ces pensées sont des pensées qui se sont développées à l'encontre de la pensée cartésienne, ou qui ont repris en compte la pensée ancienne antérieure à la pensée cartésienne, de sorte que la pensée cartésienne, qui dans certains cas a pu apparaître comme étant une rupture, quelque chose que même à bien des égards on peut considérer comme étant une rupture épistémologique, c'est un terme qui a été utilisé par Bachelard dans d'autres cas, mais qui peut-être s'appliquer ici. Il y a une rupture épistémologique incontestablement dans certains domaines, mais pour penser des phénomènes tels que la vie, pour penser des expressions et des concepts tels que l'âme, on est obligé de revenir en deçà et au-delà, de recombiner, de repenser cette rupture, c'est-à-dire de ne pas, tout en tenant compte, de rompre avec ce dualisme et d'une certaine façon, non pas de revenir en arrière, mais d'inventer de nouvelles formes. C'est là où je voulais en venir. Bon, la philosophie de Deleuze, par exemple, est une philosophie qui greffe sur cette philosophie de l'âme du monde, qui, sans utiliser cette expression pour son propre compte, se relie bien davantage à la pensée de Schelling. Déjà, d'ailleurs, un autre philosophe auquel il se réfère et qui est Bergson, s'était relié également à la pensée de Schelling, ou à la pensée de Spinoza, avec son idée de la totalité, de l'être un, de la négation de la dualité des substances, ou à la pensée de Leibniz, qui appartient également au même mouvement, d'une autre façon, d'une façon un petit peu différenciée, mais on pourra entrer en détail. Pour le moment, je me contente surtout de dresser de grandes lignes pour
permettre de voir de quoi il s'agit. Donc cette pensée de Deleuze se relie par-delà la pensée cartésienne, dans un certain sens contre elle, à travers elle aussi, puisqu'il y a des aspects du cartésianisme qu'il ne rejette pas, à cette nature-philosophie qui est caractéristique du romantisme. Je cite de cette philosophie donc de Schelling une phrase que je détache d'un texte de Schelling qui s'appelle Clara. Clara, c'est le prénom, c'est un dialogue où il y a une personne qui s'appelle Clara et qui discute de philosophie et qui décrit et dont l'avant-propos, oui, c'est pas un texte de Schelling, c'est un texte de l'avant-propos à ce texte de Schelling en fait, mais qui résume la pensée de Schelling sous la forme suivante. Il s'agit de ramener à terre, grâce à cette philosophie de la nature, nature-philosophie, la pensée que Kant et ses successeurs avaient exilée dans les nus, ce retour étant la condition nécessaire à un abord authentique du monde spirituel. Donc il s'agit de lier le monde de l'esprit qui est séparé par le dualisme qui est aussi bien le dualisme de Descartes que le dualisme de Kant, avec le monde de la nature, en animant cette nature qui avait été rejetée dans le simple mécanisme matériel et en ramenant l'esprit qui avait été rejeté dans le monde de la pure pensée, la pensée de la pensée pure de Descartes par exemple, de l'idée, ou la pensée cartésienne autour des concepts purement de la raison pratique, de l'idée également et du devoir, de les ramener dans le cadre d'une philosophie, d'un mouvement naturel. Je prends également l'explication, la façon dont s'opère, je termine là-dessus d'ailleurs, avant de passer à autre chose, la façon dont va s'opérer pratiquement et matériellement, en quelque sorte sensiblement, cette liaison, dont je prends un exemple dans la pensée et dans les développements que lui donne Schelling, est également une façon de relier la philosophie de la nature avec une philosophie de l'intuition de l'évidence esthétique, c'est-à-dire cette interprétation de la nature comme étant animée, comme étant immanente à une âme du monde, en fait de chaque partie une matière d'expression. C'est-à-dire, il n'y a pas une nature inanimée, il n'y a pas une animation qui serait purement spirituelle, mais il y a une matière, un monde matériel, un monde en perpétuel mouvement et en perpétuel flux, qui sera la source d'une expression permanente de deux éléments qui ne se comporteront pas comme des substances séparées, le spirituel et le corporel, mais qui seront constamment confondus et
dont les différents aspects constitueront justement la source même de l'expression artistique. Ici, je suis obligé de lire le texte pour être plus clair, qui est un texte de Schelling dans les âges du monde, dans l'être où la force originaire contractante et la force qui enclôt, la force affirmative, celle qui est enclose, l'essence de la limpidité acquiert des premières propriétés passives. Une essence lumineuse déjà adoucie voit le jour, et cette essence est distincte de ce premier et insoutenable éclat de la limpidité, en ceci qu'ici, cet éclat est déjà atténué par le principe opposé. Mais cette corporéité si délicate est aussi peu distincte de l'étang lui-même que dans l'acte de se rassembler soi-même, acte qui doit constituer le commencement de toute production interne, se rassemble et distinct de ce qui est rassemblé. Aussi, être et étant, c'est là le passage plus clair, peut-être que vous pourriez noter, ainsi être et étant, corporel et spirituel, sont-ils entièrement confondus. Ils ne se comportent pas comme deux essentialités, c'est-à-dire comme deux, on pourrait dire également, comme deux substances séparées, mais seulement comme les deux aspects, c'est ça qui est important, différents d'une seule et même essentialité. Sitôt apparaît le moment où spirituel et corporel se présentent comme les deux faces de la même existence, et nous pouvons bien dire que le présent moment, celui de leur plus grande intimité, est la matrice commune de ce qui ultérieurement se fait face de façon tranchée comme matière et esprit. La nature philosophie est en quelque sorte la genèse et en même temps l'épopée, si l'on peut utiliser cette expression, le poème, parce que ici la pensée conceptuelle et une certaine forme de pensée imaginative, poétique, sont étroitement confondues, puisqu'on ne peut pas traduire l'intuition même de ce mouvement, de cette genèse, dans des termes qui seraient strictement conceptuels au sens d'une physique mécanique rigoureuse ou d'une mathématique. On est obligé d'utiliser des termes qui ne sont pas des approximations, c'est-à-dire des à peu près, mais sont des termes qui n'ont pas l'exactitude d'un langage traduisible en termes mathématiques, comme le voulait la science cartésienne ou la science galiléenne. De sorte que l'on va trouver des expressions comme la notion de matière primordiale, matière spirituelle, c'est-à-dire qui est une sorte d'oxymore ou de contradiction dans les termes, c'est-à-dire qui mélange deux expressions qui sont des expressions contradictoires. La notion de matière spirituelle qui est un des grands principes ou un des grands termes de la pensée, de la poésie romantique, que l'on trouve chez Baudelaire en particulier, la chair spirituelle par exemple,
qui mélange deux choses qui sont au contraire conceptuellement, dans une certaine conceptualisation, exclusives l'une de l'autre. La matière primordiale est matière spirituelle, non étrangère à l'esprit, c'est-à-dire qu'elle n'est exclusive, cette matière n'est exclusive de l'âme que parce qu'on la définit d'abord comme étrangère à l'esprit, mais donc il faut une conversion de la pensée, une conversion de l'expression. Elle présente des propriétés passives, mais n'en est pas moins force de vie. Cette liaison entre une passivité primordiale et le jaillissement de la vie est également quelque chose de tout à fait fondamental dans ce genre de pensée que l'on trouve exprimé. Je vous avais renvoyé tout à l'heure, mais également l'an dernier, à la pensée de Plotin, ou alors, puisque j'ai parlé de lui, de Deleuze, au début de Différence et répétition, où il montre bien cette liaison intime entre la passivité et l'activité, entre la contemplation et l'action, où il loge en quelque sorte dans les choses mêmes, dans les choses dites inanimées, une sorte de force contemplative qui est à la fois quelque chose de passif et quelque chose d'actif, qui se trouve, encore une fois, exprimée dans ce texte de Schelling. Elle présente des propriétés passives, mais n'en est pas moins force de vie, force et vie en soi, et par rapport à tout subordonné. La vie, encore pour Schelling, est déjà présente avant d'être organique. La science classique, la science de nature mécanique ou cartésienne, limitera l'usage du mot vie et l'apparition même de la vie à la constitution de la matière organique. Il fera apparaître avec la cellule vivante et déplacera en quelque sorte le mystère de la vie, mais ne réussira pas à en faire quelque chose d'autre qu'un mystère ou qu'une énigme qui, jusqu'à l'heure actuelle, de toute façon, encore n'est pas résolue. Donc, ce déplacement se trouve par une sorte de coup de force à la fois sémantique et poétique, imposé à la philosophie elle-même dans la pensée de l'âme du monde, dans la pensée schellingienne. La vie est déjà présente avant l'organique, c'est ce que Deleuze appellera la vie inorganique de l'univers. La vie inorganique de l'univers, dans la matière même en celle des choses purement corporelles, réside un point interne de transfiguration, c'est de Schelling tout cela, dans la matière même, en celle des choses purement corporelles, réside un point interne de transfiguration qui est seulement effectivement plus développé dans la matière organique, mais qui existe en puissance, comme le disait Aristote, même s'il ne connaîtra dans l'organisme un développement plus individuel. Et dans une philosophie antérieure comme celle de Schelling, de Leibniz, on trouve d'ailleurs l'origine implicite ou explicite de cette pensée de schellingienne, qui se trouve si l'on voulait remonter une sorte de filière de tradition dans le domaine des idées, mais chaque penseur a repris cette question avec ses propres sources, et ses propres expressions, mais il faudrait remonter pour trouver cette idée du développement
vital et pré-organique et inhérent à la définition même, à la conception même de la matière, à la pensée d'un penseur qui sera à la source même et revendiqué très souvent par la philosophie romantique, qui est Jacob Böhm, qui n'est pas un philosophe, qui est plutôt un penseur mystique, illuministe du XVIe siècle, et dont on retrouve la pensée, l'influence à la fois chez Schelling, chez un philosophe romantique moins connu, mais qui a eu une très grande importance à son époque peut-être, qui est contemporain de Hegel, mais qui a été peut-être plus important que Hegel à ce moment-là, qui est Franz von Baader. Qui reprend à son compte d'une façon très explicite la pensée de Jacob Böhm et également celle de Hegel, de sorte que chez Hegel il y a un petit peu la présence de ce genre de pensée, mais avec une rupture très nette et très délibérée avec cette orientation qu'il considère comme essentiellement et abusivement mystique et abusivement irrationnelle. Il y a avec la réduction ou le rabattement de tout ce genre de pensée sur une dialectique, sur une pensée dialectique, Hegel rompt avec la philosophie de Schelling et avec la philosophie romantique, et se relierait d'une certaine façon davantage d'ailleurs à la pensée cartésienne, de sorte que si l'on veut dessiner dans l'histoire de la philosophie pour y voir un petit peu plus clair certaines lignes, on pourrait dire que Hegel est issu de la même façon que Nietzsche, que Schelling, que Fichte. Il y a également dans le domaine politique Novalis, par exemple. Il est issu de cette tradition de pensée qui est anti-cartésien ou post-cartésien et qui reprend en compte des sources oubliées comme celle de la pensée de Jacob Böhm, et de cette unité de l'univers, de cette unité dans la multiplicité d'une nature conçue comme étant à la fois vivante et animée, organique et inorganique, mais en même temps il y a chez lui une rupture avec ce genre de pensée et la recomposition de la philosophie selon une voie beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus cartésienne finalement que celle du romantisme allemand. Il rompt avec la destination essentiellement esthétique à la fois du langage et de l'accomplissement philosophique tel qu'il avait été pensé à cette époque, au début du XIXe siècle. Il sépare la pensée logique et l'histoire logique du concept de cette histoire essentiellement esthétique qui est faite de la confusion, du passage permanent du spirituel dans le matériel.
je dis cela pour passer au dernier point de mon intervention, c'est que on voit à peu près quelle est l'apparition de cette philosophie de la nature, l'importance de la situation de cette philosophie de la nature au début du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, sans doute la préservation, la réapparition dans la pensée de Deleuze, justement, sous ces formes qu'il a explicitement, d'ailleurs, et très, très souvent exprimées, à la fois dans ses études sur Spinoza et le problème de l'expression, dans sa philosophie de Leibniz autour du baroque et du pli, déjà en 1969 dans Différence et répétition, c'est sinon la restauration, la résurrection d'une philosophie de la nature, du moins une rupture avec le dualisme cartésien, un refus du dualisme, de la dissociation du corps et de l'esprit, de l'idée et de la matière, le fait qu'il fallait préférer l'idée d'un flux à différentes formes, dans son mouvement, dans les différentes vagues et dans les différents plis qui dessinent, et qui tantôt doit être interprété sous une forme spirituelle, tantôt sous une forme matérielle, qui se conclut et se résume dans une expression qui se trouve également dans Différence et répétition autour de cette aspiration vers une rupture avec le dualisme, vers une philosophie qui présentera le flux vivant de l'univers, la grande, comme il le dit lui-même, dans sa grande forme expressive, dans sa grande forme vivante et inorganique, et auquel il a donné le nom de lui-même. D'ailleurs, ce qui se présente sous la forme un petit peu d'une contradiction dans les termes, de empirisme transcendantal qui relie à la fois la notion d'une passivité essentielle telle que l'empirisme la réclame, puisque l'empirisme c'est quelque chose qui est une attention permanente à ce qui se fait dans l'expérience, mais en même temps l'exigence d'introduire de cet empirisme des formes logiques qui sont celles de la pensée, de la spiritualité et que traduit le terme de transcendantal, qui ne veut pas du tout dire qu'il s'agisse d'accéder à une transcendance, mais d'accéder à un sens qui se développe à l'intérieur de l'ouverture de cet empirisme. La philosophie qu'il crée, philosophie contemporaine, est une philosophie essentiellement de l'expérience, mais qui ne limite pas cette expérience en la découpant entre deux zones qui, dans une certaine mesure, dont les frontières seraient infranchissables, c'est-à-dire celle de la matière et celle de l'esprit. Il y a une permanence oscillation de l'une à l'autre. L'esprit n'est pas renfermé dans un sujet clos ni dans un moi. La matière n'est pas un objet qui se présenterait à ce sujet, mais l'idée, si l'on peut s'exprimer ainsi, est quelque chose qui est tout aussi bien en dehors, et même plus encore en dehors qu'en dedans. Entre le dehors et le dedans, il faut également supprimer
cette étrangeté de l'extériorité à l'intériorité et créer entre les deux un passage permanent. Cela dit, je pense que, et je n'en ai pas souvent parlé, et peut-être même jamais, Deleuze n'en a pas souvent parlé, mais il y a fait allusion, il faudrait, mais c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, et j'y arrive en conclusion, mentionner une philosophie qui se trouve en très curieuse relation, on pourrait presque dire d'anticipation, bien que le mot soit malheureux, puisque dire qu'il y a anticipation, cela voudrait dire que les philosophes 100 ans avant auraient pu prévoir ce qui se passerait ensuite.